C'est un plaisir d'introduire cette session sur la maladie chronique thromboembolique pulmonaire, puisque cette catégorie d'hypertension pulmonaire est sûrement celle où on a enregistré le plus de progrès au cours de ces dernières années. Et aujourd'hui, j'aborderai le problème des nouvelles définitions. Mes conflits d'intérêts. Donc récemment, un groupe de travail a travaillé sur l'hypertension pulmonaire chronique thromboembolique en faisant une revue de la littérature et en couvrant d'importantes topics, les définitions, le diagnostic, l'épidémiologie et le traitement, avec un groupe une trentaine de membres de la task force. Donc je vais vous résumer ce qui a été décidé pour ce qui est des nouvelles définitions. Alors, jusqu'ici, il y avait une définition de l'hypertension pulmonaire chronique thromboembolique qui était donc le CITEF. Et dans les guidelines, ce sont des patients qui sont symptomatiques. Et les symptômes sont attribués à l'obstruction des artères pulmonaires par des caillots fibrotiques chroniques. Il existe chez ces patients un mismatch de la scintigraphie de ventilation-perfusion, et surtout des signes spécifiques de CITEF sur le CT scan, sur la RMN ou sur l'angiographie conventionnelle. Je ne veux pas les développer, mais il y a des sténoses, des webs, des slits, des lésions en putsch avec un aspect qui est convexe, contrairement à l'aspect concave des vaisseaux frais. Et ces éléments s'accompagnent d'une hypertension précapillaire définie à ce moment-là par une pression artérielle pulmonaire supérieure ou égale à 25 mm de mercure avec des résistances supérieures à 3 unités Wood. Et très important, ces éléments doivent être observés après au moins 3 mois d'anticoagulants effectifs après le diagnostic. Alors le diagnostic, jusqu'ici, l'examen de screening était la ventilation de perfusion. Cette scintigraphie reste le mieux établie, mais cette méthode, en fait, n'est le plus souvent plus utilisable dans la plupart des hôpitaux en France et dans le monde. Le diagnostic de CITEF comprend premièrement un examen pour le screening. Initialement, c'était la scintigraphie de ventilation-perfusion qui était le gold standard. Cette méthode, en fait, n'est maintenant plus utilisable dans la plupart des hôpitaux en France et en Europe et dans le monde entier, en fait. Et maintenant, ce qui est le plus utilisé, c'est la scintigraphie par émission de monophotons avec une tomoscintigraphie, le SPECT. Cette méthode est maintenant utilisable dans la plupart des hôpitaux et à la différence de la scintigraphie de ventilation-perfusion, elles sont même supérieures en termes d'efficacité, en termes de sensibilité. En fait, cette scintigraphie SPECT est en espace tridimensionnel et les cliniciens ont peu l'habitude d'utiliser ces éléments en tridimension, si bien qu'on peut reconstruire le spectre en 2-dimensionnel, et ce qui permet d'avoir une analyse beaucoup plus facile pour les cliniciens. C'est les images en bas de la diapositive. Pour ce qui est du diagnostic de certitude, c'est soit le CT scan, soit l'angiographie pulmonaire conventionnelle, montrant les signes classiques, donc de web, de slit, de sténose concentrique. Un autre examen est le cone-beam CT scan, qui montre des images plus précises à l'intérieur du vaisseau. Cet examen n'est pas de pratique courante. Il a des avantages parce qu'il est moins irradiant que le scan conventionnel, mais par contre, il oblige une injection locale du produit de contraste dans l'artère pulmonaire. Alors maintenant, une deuxième définition est apparue, puisque au cours des dernières années, des cohortes de patients symptomatiques ont été décrites qui montraient les signes d'obstruction des artères pulmonaires, les mêmes que celui retrouvé dans le CITEF, mais avec une hémodynamique ne montrant pas d'hypertension précapillaire de repos, avec la PAP moyenne inférieure à 25 et les résistances inférieures à 3.
Cependant, ces patients étaient symptomatiques, ils avaient les mêmes problèmes d'intolérance à l'effort, et ils peuvent bénéficier, semble-t-il, des mêmes traitements, en particulier, bien sûr, l'anticoagulation à vie, l'endartérectomie pulmonaire et plus récemment, l'angioplastie des artères pulmonaires. Et les auteurs, en particulier anglais et allemands, ont proposé d'utiliser le terme de maladie chronique thromboembolique. Alors déjà, il y a un premier problème, puisque maladie thromboembolique chronique, on ne sait pas si c'est du cerveau, des reins ou des poumons, donc manifestement, la définition n'est quand même pas assez précise pour des non-spécialistes. Et deuxièmement, le problème, c'est que la seule différence en fait entre le CITEF et le CITID est la présence ou non d'une hypertension artérielle pulmonaire. Et que cette définition donc, est amenée à changer en fonction des changements de la définition de l'hypertension pulmonaire, qui a été changée déjà en 2018 en baissant la pression artérielle pulmonaire moyenne de 25 à 21. Et plus récemment, dans le statement de l'ERS et probablement dans les futurs guidelines, les résistances vasculaires pulmonaires pour définir une hypertension vont baisser de 3 à 2. Et d'abaisser ces chiffres de pression et de résistance permet en fait maintenant de reclassifier en CITID, en CITEF des patients qui étaient ultérieurement en CITID. Donc c'est un peu compliqué. Donc, il a été pratiqué dans le groupe de l'ERS pour résoudre ce problème terminologique, de faire un vote pour définir mieux ce problème-là. Et maintenant, on utilise un terme général, de chronique thromboembolique pulmonaire hypertension, cette maladie chronique thromboembolique pulmonaire, pour en fait tous les patients qui ont des défects de perfusion, ventilation mismatchés à la scintigraphie ou au SPECT, avec des signes spécifiques de caillots organisés sur le CT scan ou sur l'angiographie, après au moins 3 mois d'anticoagulants, et qu'il y ait ou non une hypertension pulmonaire au repos, ces patients, bien sûr, étant symptomatiques. Et il a été décidé également, vu que les chirurgiens y tenaient beaucoup, de regarder le terme de CITEF, si on veut, pour les patients avec un CTPD, avec hypertension pulmonaire par rapport à ceux sans hypertension pulmonaire. Alors ces malades avec une maladie thromboembolique pulmonaire sans hypertension, vous voyez que ici ils sont en rouge, c'est des malades avant une endartérectomie, et on voit qu'ils sont dans une zone où il n'y a pas d'hypertension pulmonaire de repos, parce que la pression artérielle pulmonaire est l'ordre de 20 ou un peu moins, et les résistances pulmonaires totales sont inférieures à 3. Mais vous voyez qu'en rouge, au terme de l'effort modéré, 50 watts, les pressions montent énormément et la pente de la relation pression-débit est très pentue, ce qui témoigne que ces patients ont une circulation pulmonaire totalement anormale. En termes également de réponse ventilatoire, ces patients avec hypertension pulmonaire ou sans hypertension pulmonaire, mais avec une maladie chronique embolique, ont également des comportements anormaux à l'effort en termes ventilatoires. Alors premièrement, là, vous voyez que la charge de travail par rapport au sujet contrôle est diminuée, que ce soit des CTPD avec hypertension pulmonaire ou sans hypertension pulmonaire. La VO2 max est également diminuée, mais c'est pareil pour le CTPD et pour le CITEF. Quant aux autres éléments, c'est une diminution de la concentration en CO2 dans l'air expiré, en fin d'expiration, qui est diminuée par rapport au sujet contrôle, et similaire dans le CITEF et le CTPD. Par contre, le rapport VE sur VCO2, l'équation respiratoire pour le CO2, lui est augmenté, tous ces éléments témoignant de l'augmentation des passemorts qui est similaire dans le CTPD et dans le CITEF. Dans le CTPD, sans hypertension pulmonaire, et dans le CITEF. Alors, au point de vue des options thérapeutiques, le CITEF nécessite bien sûr une anticoagulation à vie. Actuellement,
3 traitements sont possibles et ont été validés, l'endartérectomie pulmonaire, l'angioplastie des artères pulmonaires et le traitement médical, essentiellement le riociguat et plus récemment le tréprostinil sous-cutané. Pour ce qui est des malades avec un CTPD sans hypertension pulmonaire, le traitement anticoagulation est également recommandé très fortement pour tous ces patients. Et vous verrez qu'il existe déjà des données maintenant avec l'endartérectomie et l'angioplastie pour ces patients-là. Par contre, aucune avec les traitements médicaux. Alors, pour ce qui est de l'endartérectomie, une première étude anglaise a été publiée sur 43 patients avec un CTPD sans hypertension pulmonaire, avec une PAP moyenne au départ à 21, des résistances à 2. Vous voyez que ces patients, 6 mois après la chirurgie, vont s'améliorer de façon très importante, puisqu'ils sont tous en classe 1 ou 2, contrairement à l'initiale qui était stade 2 ou 3. Il existe également une amélioration de la qualité de la vie dans tous les compartiments. Et au point de vue hémodynamique, on voit qu'il existe également une amélioration à 6 mois. La PAP moyenne passe de 21 à 18, les PVR passent de 2 à 1,5, et le test de marche augmente de 370 mètres à 410 mètres, ce qui est significatif à 0,05. Pas de mortalité hospitalière, par contre, quand même 2 morts dans le suivi. Un mort à 1 mois chez une personne de 77 ans qui a fait un hématome sous-dural et chez lequel on a dû arrêter les anticoagulants et qui a fait un arrêt cardiaque. Et ensuite, dû à une récidive d'embolie pulmonaire. Et le deuxième, un malade qui était avait des maladies multiples et qui est mort subitement 4 mois après l'endartérectomie. Enfin, 40% quand même de complications majeures avec la chirurgie. C'est quand même une chirurgie qui reste lourde et définitivement les patients doivent connaître les risques de cette chirurgie avant d'accepter de prendre le risque d'être opéré par endartérectomie. La deuxième étude est une étude turque, moins importante puisqu'il y a 23 patients. Vous voyez que là, ces patients s'améliorent après la chirurgie en termes de classe fonctionnelle, qui passe de 1 à 2 pour la plupart des patients. Le test de marche augmente de 320 à 380 mètres, il est significatif. La PAP diminue de 21 à 18 et les résistances vasculaires pulmonaires passent de 2,2 à 1,5. Il n'y a pas eu de mortalité hospitalière, mais là aussi encore 2 morts. Un mort par un infarctus du myocarde et l'autre mort est dû à un arrêt cardiaque brutal. Là, un peu moins de complications, 26% de complications post-opératoires. Pour ce qui est de l'angioplastie, on a 2 études qui ont été publiées. Une étude par les Allemands, une étude multicentrique en Allemagne, des patients, 10 patients atteints de CTPD sans hypertension pulmonaire qui ont été traités par une angioplastie pulmonaire. Vous voyez qu'après l'angioplastie, la plupart se passent en stade 1 ou 2, contre 2 et 3 en pré-angioplastie. Le test de marche, lui, n'augmente pas de façon significative, mais il y a quand même une amélioration de 30 mètres. La PAP moyenne passe de 21 à 20. Par contre, les résistances s'améliorent de façon importante, de 2,9 à 2,1. Dans cette étude, pas de mortalité, avec 4 sessions en moyenne par patient, et quand même des complications, mais qui sont moins fréquentes que l'angioplastie chez les patients sévères avec une hypertension pulmonaire thromboembolique CTEPH sévère, 3% par intervention et 10% des patients. Une autre étude a été publiée japonaise qui va dans le même sens, donc des patients avec un CTPD sans hypertension pulmonaire, traités par angioplastie, 2 sessions seulement par patient, amélioration considérable de la classe fonctionnelle qui passe dans la plupart des patients en 1. Le test de marche, lui, s'améliore de façon importante, de presque de 40 mètres. La PAP moyenne diminue de façon significative de 20 à 16. Et le PVR, les résistances vasculaires pulmonaires, de 1,8 à 1,6. Pas de mortalité. Et là, il n'y a pas de dégâts sur les vaisseaux pulmonaires au cours de la procédure. Donc, ces différentes études montrent suspectent que les 2 traitements endartérectomie et angioplastie sont
similaire dans les deux cas, avec un taux de mortalité qui quand même reste très faible. Alors, en résumé, donc, le terme CTPD, donc maladie chronique thromboembolique pulmonaire, est le terme général caractérisant les patients symptomatiques montrant sur le CT scan ou l'angiographie conventionnelle des signes spécifiques de fibrose organisée des caillots pulmonaires après au moins 3 mois de traitement anticoagulant. Certains de ces patients ont une hypertension pulmonaire précapillaire et le terme de CITEF peut être maintenu. Les autres n'ont pas d'hypertension pulmonaire précapillaire et on parle de CTPD sans hypertension pulmonaire. Actuellement, parmi les patients avec CTPD, ces patients représentent dans les centres experts une petite proportion des malades de CTPD en général, puisque c'est de l'ordre de 5 à 10%, dû probablement à un biais de référence, puisque ces patients, en fait, ne sont pas envoyés au centre expert, puisque beaucoup de gens considèrent qu'il n'y a pas de traitement à faire. Mais actuellement, on peut penser qu'ils peuvent bénéficier sûrement d'un traitement anticoagulant en vie, probablement de endartérectomie dans certains cas, de angioplastie dans d'autres cas. Par contre, les traitements médicaux, comme riociguat ou le treprostinil, n'ont pas été validés. L'histoire naturelle de la maladie chronique thromboembolique pulmonaire reste inconnue. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le CTPD sans hypertension pulmonaire est un stage précoce du CITEF? Selon les expériences cliniques de la plupart des centres, certains patients avec le CTPD sans hypertension pulmonaire restent stables durant de très longues années sur un traitement uniquement par des anticoagulants, alors que d'autres peuvent montrer une rapide détérioration en quelques semaines, en quelques mois, et nécessiter donc des traitements plus actifs. La cause de cette détérioration est très importante à identifier parce qu'elle peut être multifactorielle et les conséquences thérapeutiques sont importantes. Ça peut être une récidive d'embolie pulmonaire due à un traitement anticoagulant mal conduit ou arrêté. Ça peut être la constitution d'une microvasculopathie comme dans l'HTAP idiopathique. Ça peut être aussi une aggravation d'une maladie sous-jacente comme une maladie chronique obstructive ou une insuffisance cardiaque gauche. Et pour répondre à ces questions, un registre prospectif sera essentiel. Merci de votre attention.